Nous arrivons donc à la deuxième partie de nos entretiens où on va discuter de plusieurs sujets d'actualité. Et pour ça, nous sommes avec Monsieur Sir Pavlov Moussa Moussavou. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, et nous sommes toujours avec Youssouf Mboumba, bien sûr, de la rédaction de TV Plus Afrique. Donc, nous allons commencer avec le sujet du président de la transition, Pascal Oligui Nguema, qui va se rendre en France. Alors, on va parler un petit peu des enjeux de cette rencontre avec le président Macron. Je me tourne vers toi, Pavlov, déjà. Quelle est ton analyse, en gros? Alors, avant de parler des enjeux, j'aimerais dire à ceux qui nous regardent, d'accord, que le fait que nous soyons en train de vivre un processus de transition dans notre pays ne signifie pas obligatoirement que le changement ou encore la transition tant espérée sera au rendez-vous à la fin. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de transition, il s'agit d'une réforme profonde du modèle de gouvernance, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, social ou encore judiciaire. D'accord? Je vais par exemple prendre ici le cas de l'économie. La transition ici au Gabon par exemple va se mesurer à la fin de ce processus-là, d'accord? À partir du moment où le Gabonais, par exemple, aura la possibilité d'avoir ne fût-ce qu'un marché dans la zone industrielle de Lomé qui est entre les mains des Libanais. Voyez-vous, on parlera de transition sur le plan politique à partir du moment où certains contrats, par exemple, qui nous lient avec certaines multinationales qui pillent les richesses du Gabon, d'accord, depuis des années, sans qu'il n'y ait une véritable redistribution qui puisse déclencher un quelconque développement, qui soit économique ou encore social, ne soit visible. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore transité. Et malheureusement, il y a plusieurs indicateurs qui aujourd'hui donnent matière à penser, ou du moins peuvent ici nous permettre de dire que nous sommes peut-être en voie de vivre une transition de façade, comme c'est actuellement le cas, ou comme viennent de le vivre les Tchadiens. Nous avons vu par exemple que celui qui a organisé la transition, d'accord, qui est le fils Lébi, se retrouve à la fin du processus président de la République avec le même clan qui est au pouvoir depuis quasiment 40 ans. Voyez-vous, donc c'était là un peu pour essayer d'éveiller les Gabonais, parce que de plus en plus nous avons le sentiment que le fait de dire que nous ne sommes pas d'accord avec certaines décisions prises par le CTRI fait de nous des opposants. Non, nous ne sommes pas opposants. D'accord? D'ailleurs, il a dit qu'il n'y a plus de majorité ni d'opposition. Mais nous sommes de ceux-là qui pensons que nous avons aujourd'hui la possibilité de rectifier un certain nombre de choses. Maintenant, pour parler des enjeux, pour répondre à votre question, il faut dire que les enjeux, pour ma part, sont de deux principaux ordres. Le premier ordre est d'ordre, permettez-moi la répétition, c'est sur le plan politique et stratégique. En ce sens que sur le plan politique, il y a donc le maintien, en fait, cette visite-là du président de la transition du Gabon, d'accord, qui va être reçue par Macron, confirme que nous n'allons pas changer de système. Et la référence ici, quand je parle de système, il faut qu'on s'entende bien, je parle bien de la France-Afrique. D'accord? Donc nous ne sommes pas encore sortis de ce système-là. Mais il faut aussi comprendre que ça ne devrait pas nous surprendre. Pourquoi? Parce que les motivations qui ont poussé les militaires à prendre le pouvoir, d'accord, ou à mettre le clan Bongo-Valentin hors de nuire, d'accord, ils n'étaient pas motivés par le désir de dire, ben, écoutez, nous sommes des patriotes, on aimerait que le Gabon puisse avoir une certaine souveraineté, notamment sur le plan politique ou économique. Les raisons, nous avons d'ailleurs écouté cet audio-là du général dans lequel il disait, mais écoutez, c'est parce que un tel m'aurait manqué de respect, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est un peu léger quand même. Donc ça ne devrait pas nous surprendre. Nous n'allons pas sortir de ce système-là, malheureusement pas, ou du moins pas encore. Mais je reste optimiste parce que je suis sûr que en étant au contact peut-être du président de la République centrafricaine, Faustin, c'est quoi le nom? Voilà, d'accord, qui a été placé là, nous le savons tous, par les mêmes réseaux, mais qui à la fin a fini par s'affranchir. Je suis sûr que, bon, je reste
optimiste, on garde espoir en se disant, ben, écoutez, il se pourrait que le général puisse aussi se ressaisir, pourquoi pas. Maintenant, l'autre enjeu, ou du moins c'est sur le plan économique, ça veut simplement dire quoi? Que, ben, écoutez, les multinationales dont je parlais tout à l'heure, d'accord, je pense notamment à la Comilo, qui est une filiale du groupe français Eramet, d'accord, vont continuer à piller la richesse du Gabon sans que les Gabonais ne profitent de ces richesses-là. Ça veut également dire que le clan Bongo, par exemple, qui profite de 18% du pétrole de ce pays-là, d'accord, il y a certains accords, notamment ceux dits léonins, qui ne vont pas être retouchés parce que aujourd'hui, on se rend compte que le CTRI est plutôt dans une perspective, ou du moins dans une démarche qui consiste à chercher l'adoubement de la France, en ce sens qu'on pourrait même penser ici qu'ils sont ils sont plus préoccupés par le fait de se maintenir au pouvoir que d'impulser un véritable changement, en fait. Donc, les enjeux sont d'ordre politique, stratégique et puis économique, essentiellement. Alors, lors du dialogue national inclusif, parmi les recommandations, il avait été bien sûr avancé que le Gabon doit désormais revisionner, revoir tous ces accords. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le déplacement de Brice Clotaire au Ligingama rentre dans ce cadre-là? Alors, il faut dire que lorsque nous parlons du dialogue, on met au centre les recommandations qui ont été faites par les Gabonais. D'accord? Mais à la fin, la décision, elle est d'ordre politique. Il y a ce que les commissaires, tous ceux qui ont assisté au dialogue, ont mentionné dans le rapport, mais c'est le politique, ou du moins ceux qui ont les manettes du pouvoir, qui vont décider de ce qui sera appliqué ou pas. Donc, n'allons pas croire d'emblée que parce qu'une résolution, d'accord, une recommandation a été faite, qu'elle sera traduite en acte. Nous vivons dans un pays qui a de très beaux textes, d'accord, mais le problème réside au niveau de l'application. Ça veut dire qu'il y a de très bonnes recommandations, d'accord, mais qui peut-être ne seront pas forcément appliquées. Voilà. Très bien, Youssouf, ton avis sur la question? Alors, je vais, premièrement, sur la question du déplacement du président de la transition en France, il est important de mettre certaines bases, un postulat. Il y a un grand dirigeant français pour la France qui pouvait dire que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, si on part de cette base, la France n'est pas un pays ami au Gabon. Que les choses soient claires au départ. En termes d'État, de rapport entre les États, il n'y a pas d'amitié. C'est juste une question d'intérêt. La grosse interrogation derrière, parce qu'on parle du déplacement du président gabonais en France, son importance, les enjeux, c'est quel est l'intérêt pour notre président aujourd'hui d'aller en France. La France a clairement besoin du Gabon, c'est un fait. Et les éléments pratiques le prouvent clairement. Les enjeux sont multiples. Il a évoqué sur le plan politique. Il y a que notre président actuellement a besoin davantage de légitimité. Et que par l'histoire, la France, c'est quand même 146 ans au Gabon. Si on part de 1982, la colonisation. 1882, la colonisation. 1960, là, on rentre dans l'indépendance, mais là, on sait, chacun a sa position sur cette indépendance-là. On a 146 ans de rapport avec ce pays. Mais aussi derrière les enjeux purement économiques, au-delà de l'histoire. C'est que la France représente quand même le premier fournisseur du Gabon en matière dans différents secteurs. Hein. On peut inclure à l'intérieur l'agroalimentaire, le matériel électronique, électrique aussi, la mécanique. Plusieurs éléments nous viennent de la France, de par le lien, de par la langue certainement, mais la France joue un rôle immense dans l'économie du Gabon. La France, c'est plus de 110 entreprises, des multinationales au Gabon. Il a cité une d'entre elles. On a par exemple Orano, qui est l'ancien Areva. On peut aussi citer Casino, Eramet, Total, Perenco, aujourd'hui numéro 1 au Gabon en termes d'exportation, d'exploitation de pétrole dans notre pays. Eramet par le canal de Comilog, hein, qui est le numéro 1 mondial de manganèse, qui est la matière première, l'une des matières qui permet de transformer l'acier. On sait l'importance de l'acier dans l'ensemble de l'économie mondiale. Donc, pour ne citer que ça, les enjeux. On parle de plus de 8000
expatriés français au Gabon. On parle de la base militaire française au Gabon, au camp de Gaulle, qui est une des bases les plus importantes de la France et hautement stratégique pour les interventions françaises dans la sous-région. On a parlé du Tchad, de la Centrafrique, on peut aussi citer pas mal de pays. Donc, il y a une importance immense pour la France de garder ce rapport avec ce que certains appellent le précaré français en Afrique. Mais la grosse interrogation, le point de départ, avant que notre président ne puisse rencontrer le président français et que nous, en tant que citoyens, nous puissions avoir un retour, c'est de savoir quel est l'intérêt réel du Gabon dans ce rapport avec la France. Si on part de 146 ans de mariage, un mariage ambigu, est-ce qu'on mais justement, certainement revoir les accords. Mais je vais poser cette question. Il y a des indicateurs qui nous emmènent à... Vous parlez de l'importance de la France en termes économiques. Et donc, il serait peut-être judicieux pour Brice Oligui Nguema, président de la transition, d'aller rencontrer le président français pour essayer de revoir, renégocier l'un des premiers termes. Si vous me permettez, d'accord, il va falloir également que l'histoire nous serve de torche. L'histoire peut nous éclairer ou nous renseigner, du moins nous enseigner, d'accord. Dans l'histoire des relations entre la France et ce qu'il a appelé ici le précaré, donc ces anciennes colonies, avez-vous vu un État négocier avec la France en ce qui concerne la révision, d'accord. Tous ceux qui ont essayé ont soit été éliminés physiquement, d'accord, ou mis au banc, ainsi de suite, d'accord. Mais écoutez, il faut repenser tout ça, mais pour ça, il va falloir que le rapport de force, d'accord, nous soit favorable. Or, pour le moment, quand nous lisons un peu le rapport de force entre le nouveau pouvoir en place au Gabon et la France, ben écoutez, il y a matière à penser, c'est pas moi qui vais le dire ici. Le professeur Albert Ondossa l'a dit. Que, ben écoutez, dans ce qui s'est passé le 30 août, il y a forcément eu l'implication de la France. Non, mais ces propos n'engagent que le professeur Ondossa. Vous aussi, vous pouvez avoir des propos qui oui, vous engagent. peut-être que je ne vais pas les assumer maintenant. C'est pas une vérité absolue, ce que dit M. Ondossa. Mais écoutez, il y a plusieurs indicateurs qui lui donnent raison aujourd'hui. Alors, je vais prendre un simple indicateur, juste pour illustrer, pour aider nos compatriotes à comprendre un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, nous vivons dans ce qu'il a appelé le précaré. Nous assistons à une vague de coups d'État. D'accord? Nous, ici, on l'appelle coup de liberté. Mais je pense que c'est un peu trop tôt. Parler de liberté, c'est, à mon sens, un peu propagandiste, en ce sens qu'il n'y a pas encore eu de véritable liberté, que ce soit sur le plan politique. D'ailleurs, nous voyons le président de la transition aller chercher encore à être adoubé par ce même maître-là avec qui nous voulons rompre les liens. D'accord? Mais il ne l'a pas dit officiellement. Pourquoi est-ce qu'il ne reçoit pas celui du Burkina, du Mali ou encore du Niger, d'accord? Vous voulez dire qu'il y a transition et transition? Mais écoutez, notre transition ressemble un peu plus à celle du Tchad. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce deux poids, deux mesures? Le Niger, le Mali et le Burkina ne sont-ils pas des anciennes colonies françaises? Pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent pas ces hommes-là? Simplement parce que tous ces hommes-là, d'accord, ont émis une réelle volonté à rompre avec ce que j'ai appelé ici le système. En quoi faisant? En révisant notamment, en commençant par réviser les accords léoniens qui lient ces pays-là avec les multinationales françaises, en demandant par exemple aux bases militaires françaises de quitter leur sol. Pour se faire remplacer par? Non, ils ne sont pas forcément... Non, mais écoutez, nous sommes là dans une... il faut aussi comprendre comment fonctionne la géostratégie du monde actuel, d'accord? Vous ne pouvez pas vous libérer d'un joug aussi puissant sans pourtant vous associer à une autre puissance. C'est à mon sens, je crois, à ce niveau-là que des esprits éclairés qui malheureusement n'ont pas compris les enjeux de cette époque, tels que Lumumba, ont failli. Donc il faut forcément se tourner vers quelqu'un qui est capable aussi de dire, ben, écoutez, mais même quand on parle de ce qui se passe aux Nations Unies, lorsque les résolutions sont prises, les Africains ne sont pas souvent consultés. Mais en face, il faut que vous ayez quelqu'un qui puisse vous défendre. Et vous savez justement... Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont tourné le dos à un colon pour aller se livrer vers un autre. Non, pas du tout.
Il faut comprendre que c'est parfois des accords qui se font sur la base d'une simple stratégie, mais qui ne vont pas forcément dans le sens de dire, écoutez, nous vous livrons tout, vous pouvez tout exploiter, piller pendant des années, comme les Français le font chez nous. Voilà. Très bien. Oui, rapidement, Youssouf, parce qu'on doit passer. Alors, donc, je voulais justement ajouter à cela, justement, puisqu'on parle des enjeux, sur le plan économique, il faut déjà partir du principe que les importations françaises au Gabon, on parle de 43% des hydrocarbures dans ces importations, 31% c'est du bois, 24% ce sont les minerais. Et pourquoi ces matières premières? Parce que c'est ce qui intéresse la France, parce que, comme l'a dit un chef d'État français, ce sont les intérêts qui est la préoccupation première de ces États-là. Donc c'est la matière première qui intéresse la France au Gabon. Et nous, Gabonais, nous en tant que nation, quel est notre intérêt de rester en rapport avec la France? Dès lors que nous n'exportons pas d'autres éléments tels que nos services, nos compétences, parce qu'il y a des compétences au Gabon, il y a des intellectuels suffisamment chevronnés au Gabon. Nos produits artisanaux, même nos produits agricoles, nous n'arrivons pas à les exporter en France. Pourquoi? Parce que l'agriculture industrielle, c'est censé après se transformer en matière finie, et là on a l'agro-industrie. Or, l'agro-industrie, nous consommons des produits français à des coûts extrêmement élevés. Le matériel français qui vient au Gabon, on a parlé de premier fournisseur de notre pays, 25%, ça coûte excessivement cher pour le Gabon. Or, à ce moment-là, on a une relation déséquilibrée entre ces deux nations depuis des années, depuis 146 ans, pire encore avant les indépendances, bon là c'est même pas calculé, c'était la cata, mais après les indépendances on est resté quasiment dans le même format. Or on est en train de parler de restauration des institutions, on parle de réforme de pas mal de choses. Je suis prêt à parier, je mets ma petite pièce là-dessus, que ce n'est pas maintenant que le président français va recevoir le chef d'État sénégalais. Ce n'est pas maintenant. Après le discours de Ousmane Sonko, Premier ministre, ça peut prendre quand même du temps, plus de temps que prévu. Après, on ne sait pas. Mais vous savez quand même que comparaison n'est pas raison. Oui, et vous citez du point de vue du plan, encore sur le plan géostratégique, mais vous oubliez aussi sur le plan diplomatique. Le Gabon est frappé par des sanctions, notamment l'Union africaine. On parle de 12 sanctions. Et vous savez que la France a condamné, on va le dire, ou encore après acte de ce coup d'État. Il est de bonne allure aujourd'hui pour discuter d'aller rétablir la diplomatie. Je peux terminer rapidement, mais très rapidement, permettez-moi mes propos là-dessus. Il y a un déséquilibre dans ce mariage France-Gabon. Et c'est parce que la question du rapport entre la France et nous, ce n'est pas forcément une question de désaveu, de désamour à l'égard de la France. C'est une question d'objectivité. Nous sommes une nation, nous voulons nous bâtir. Nous avons un PIB par habitant qui est censé être de 8600 milliards par là. Millions au mouvement de dollars. 8600 000, excusez-moi, dollars par habitant. Nous avons une économie puissante. Nous avons un tiers de notre population qui vit sur le seuil de la pauvreté. C'est énorme. Nous avons fait un mariage, peut-être forcé, on peut l'appeler ainsi, mais c'était un mariage d'histoire, de fait, avec une nation en face qui a passé le temps à nous exploiter, mais dans le sens légal du terme, parce que ce sont les accords entre États qui sont censés être légalement mis en place. Et ce mariage-là ne nous a quasiment rien apporté à ce jour, sinon pas grand-chose. Même le transfert de technologie n'a pas été fait. Nous avons exploité le pétrole avec ce pays qui nous a appris à exploiter par Total, par Elf à l'époque, ensuite Total, etc. etc. Aujourd'hui, c'est Perenco qui gère. On a vu les représentants de l'ONEP se plaindre un peu tout le temps pour la précarisation de l'emploi dans le secteur du pétrole. Voici aujourd'hui Comilog qui exploite le manganèse et on voit le résultat aujourd'hui. Pour quel intérêt réel pour le Gabon et pour les Gabonais? À quel moment l'émancipation de notre nation? Donc je pense que le chef de l'État, en allant en France, doit tenir compte de tous ces paramètres. Il ne s'agit pas ici d'un désaveu de la France, mais d'une volonté réelle d'une nation de s'émanciper, de s'assumer, de s'affirmer et de dire, à ce niveau, dans cette relation avec la France, on fait le bilan aujourd'hui. Nous sommes à l'heure du bilan. Le régime Bongo PDG est censé être tombé. Si ce régime est réellement tombé, normalement, nous faisons le bilan avec l'un de nos plus grands partenaires, c'est l'un de nos partenaires historiques. Et lorsqu'on fait ce bilan, il faut être un peu... avec un peu quelques vis en moins dans le cerveau pour croire que c'était une bonne relation jusqu'à ce jour. Il y a quand même eu beaucoup de manquements d'un côté et un côté qui malheureusement a servi beaucoup plus comme de plantation pour l'autre pour exploiter le maximum, consommer, et celui qui a la terre dans laquelle est produit tous ces éléments ne consomme quasiment rien. Nous ne consommons quasiment rien. Et je termine avec ça. Les coups d'État institutionnels ont malheureusement pour nous
eu par la suite l'observation de la France qui disait juste la France prend note. C'était vraiment une phrase super géniale des Français. Je ne sais pas comment ils font pour faire ça, mais ils sont géniaux là-dessus. La France prend note. Nous sommes assez inquiets de la situation au Gabon. Ça nous dérange, etc., etc. Mais à la fin, sinon ça va, les Gabonais pouvaient continuer à vivre comme ça. Je vais rapidement dire ici que c'est la lutte qui libère les peuples. Voyez-vous, aucun esclave n'a eu sa liberté en allant négocier avec son maître. C'est dans la lutte que la liberté s'arrache. Tout simplement. Donc tout ce qui est en train de se passer là, malheureusement, ce n'est pas comme ça que nous allons obtenir la souveraineté. Ce n'est pas par cette démarche-là, je suis désolé. Très bien, alors on parle de souveraineté, on parle d'économie du Gabon et on va parler maintenant de la nouvelle compagnie aérienne gabonaise, Fly Gabon, bientôt dans les airs. Pavlov, bien pour l'économie gabonaise? Ben écoutez, c'est forcément une bonne chose. D'accord? Nous ne pouvons que saluer d'entrée de jeu. C'est forcément une bonne chose, mais... Voilà. Mais il y a toujours un mais. Pourquoi? Parce que le sentiment que j'ai, pour ma part, c'est que cet aspect-là n'est pas une priorité. Voyez-vous? Aujourd'hui, ils sont combien de Gabonais qui sont capables de se payer, c'est pas un billet d'avion? Mais pourtant, vous avez réclamé qu'on puisse avoir une société aérienne. Non, écoutez, nous sommes. Monsieur Pablo, est-ce que vous n'êtes pas dans la je ne l'ai jamais réclamé. Je parle des priorités, d'accord? Tout à l'heure, il a dit que nous vivons dans un pays où un tiers, d'accord, vivent avec moins d'$1 par jour. Donc ça veut dire que voilà déjà une question à laquelle il faut s'attaquer prioritairement. C'est de la pauvreté. Nous vivons dans un pays où le chômage a atteint des pourcentages records, 40%. Voilà un autre problème. Nous vivons dans un pays où l'état de route laisse à désirer. Le réseau routier est en piteux état. Voilà un autre problème. Nous vivons dans un pays où le système de santé est quasiment sous perfusion. Donc, je dis que c'est une bonne chose, d'accord, mais pour l'heure, ce n'est pas forcément une priorité. Mais ça va créer de l'emploi. Pour combien? Ce n'est pas le secteur des services qui crée des emplois, qui va résoudre le problème du chômage au Gabon. Non. Mais il faut bien commencer par quelque part. Non. Si nous voulons bien faire les choses, d'accord, commençons par, faire en sorte que les Gabonais puissent être bien logés, qu'ils puissent bien se nourrir, qu'ils puissent bien se soigner et être transportés. D'abord, sur, on appelle ça comment? Le transport terrestre. Que toutes les villes, d'accord, qui sont coupées du Gabon, soient désormais reliées. Commençons par là. Mais je suis conscient que c'est un gouvernement de transition, d'accord? Et c'est pourquoi j'ai dit, ben, écoutez, durant cette période de transition, on n'avait pas forcément besoin de mettre déjà cet aspect, cette question-là sur la table. Ça aurait pu être traité après. Pourquoi? Parce que pour l'heure, il faut résoudre les problèmes les plus urgents. Et la mise en place d'une nouvelle compagnie aérienne, c'est mieux que mon avis, d'accord, n'est pas une urgence. Mais bon, puisque c'est déjà là, ben écoutez, je ne vais pas acclamer non plus, mais juste peut-être dire, ben écoutez, bon, je l'ai dit d'ailleurs d'entrée de jeu, c'est une bonne chose pour une catégorie de personnes. Mais pour le commun de Gabonais ou la majorité de la population, je crois que les priorités sont ailleurs. Alors ce n'est pas une priorité, Youssouf, est-ce que tu es d'avis? Alors moi je suis premièrement très déçu par un certain nombre d'acteurs publics, moi c'est des membres même du gouvernement, qui à une certaine époque donnaient l'impression d'être des Mozart de l'économie, mais qui aujourd'hui réussissent à venir devant des plateaux de télé, nous expliquer que c'est une très bonne chose pour le Gabon de mettre en place une entreprise de ce type-là. Je ne sais pas si ces personnes ont un peu de cœur, parce qu'avec un peu de cœur, ils auraient regardé ce qui se passe actuellement à Tchibi, sur Satoabe, à Nzengayon, à Kingele, dans les PK et autres. Ils auraient compris que les Gabonais attendent peut-être autre chose d'eux aujourd'hui, et qu'avoir une entreprise de ce type n'est pas forcément la meilleure chose. Je pense que c'était un raccourci de nos nouveaux dirigeants. Ils ont pris un raccourci pour, je dis peut-être c'est pour eux-mêmes, parce que je m'interroge, comprenez, et comme moi, beaucoup de Gabonais s'interrogent. Et Pavlov a raison de le dire, il y a d'autres priorités, clairement. On n'a pas besoin d'être un savant pour le comprendre, il y a vraiment, mais vraiment d'autres priorités. Vous savez, dans le secteur du transport, il y a des secteurs qui génèrent beaucoup plus d'emplois. Il y a des secteurs qui ont plus d'impact social, d'impact économique, d'impact sur le plan même culturel, qui est le secteur du transport terrestre. Mais il ne faut pas être un savant, mais il ne faut pas être un savant
pour réaliser que le transport terrestre est la priorité absolue de notre pays. Et qu'Afrijet, en réalité, existait déjà. Afrijet fonctionnait déjà. Donc, s'ils voulaient voyager, et là encore, lorsqu'ils présentent les raisons pour lesquelles ils mettent en place Fly, j'ai même du mal avec Fly Gabon. Et autres, là. Alors, lorsqu'ils mettent ça en place, ils disent, bon, on veut faire des CA sur le plan national, on veut que les Gabonais puissent circuler. Ils se sont posé la question à quel Gabonais, mais un moment qu'ils viennent nous expliquer. D'où leur sorte leurs idées. Avec les émotions. Non, mais il faut le dire à ces personnes parce que j'ai l'impression que c'est par émotion qu'ils prennent ces décisions. Qu'ils nous expliquent qui leur a dit, quel est le sondage qu'ils ont fait, par exemple. Qui a permis à ce qu'un bon matin il s'est réveillé en conseil des ministres et il décide de mettre en place. Vous pensez que pour prendre chaque décision dans ce pays, il faut toujours un outil d'aide à la décision publique. Voilà, on tient compte on ne prend pas des décisions sur la volonté du peuple. Que veut le peuple? Je pense que lorsqu'ils prennent ces décisions, ce qu'ils disent d'ailleurs, c'est parce que le peuple le veut. Mais quel peuple? De quel peuple nous parle exactement? Parce que celui ou celle qui est là en Doum, qui a même du mal à arriver en Doum parce que la route a déjà des problèmes à un certain niveau, qui a du mal à arriver à Mivoul, qui a même du mal à manger. Vous pensez que les ressortissants du Wellington, ne veulent pas prendre un avion bien affrété pour aller... Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas prendre, mais est-ce qu'ils en ont les moyens? Lorsque vous parlez des restes, oui, c'est pourquoi j'ai dit ça arrange une catégorie. Il faut dire que les prix ont été diminués, le gouvernement a décidé de subventionner. Un tiers de la population au Gabon vit sous le seuil de la pauvreté. On parle de quelle catégorie? Celui qui veut voyager avec ses 10 enfants, ses 5 enfants, il voyage avec quoi? Avec cette compagnie aérienne, vous êtes sûr? Alors, arrêtons un peu, la farce du siècle, mais ça c'est vraiment la farce du siècle, quoi. Ça, genre, et on ne peut pas faire mieux. Comme priorité, franchement, Afrijet était déjà là, à la limite trouver des accords avec Afrijet pour voir comment améliorer la desserte, tout simplement. Pour vous, mais soyons sérieux. Mais nous irons tous à l'aéroport Léon-Mba. Nous verrons bien qui va à chaque fois descendre de ces avions-là. Et vous verrez que ce n'est pas le gars d'Achibichos, hein. Ce n'est pas le gars de Kingele, hein, de Belleville et autres. Hein. C'est pas eux. Ce sont les gars, les mêmes personnes qui vont prendre ces compagnies. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ces personnes, ils ont les moyens. Mais ils vont prendre des réservations à chaque fois. Combien de fois ces personnes-là voyagent pour aller à l'intérieur du pays? Ça veut dire que... Vous avez parlé de sondage, mais pourtant, dans les recommandations du dialogue national inclusif, il y a eu bien sûr ces propositions-là. Oui, il y a ce que les recommandations disent. Mais j'ai parlé ici d'une catégorisation de besoins. Était-il urgent de se pencher sur cette question-là alors qu'on n'a même pas encore fait en sorte que le Gabonais soit bien logé? À la limite, on aurait pris, piqué un peu quelques idées du fameux plan stratégique Gabon émergent, d'accord, dans lequel on disait, ben, écoutez, chaque année, on va construire 5000 logements. Commençons par là, pourquoi pas? Un peuple qui a du mal à se nourrir, d'accord, vous venez lui proposer une telle option qui est quasiment un luxe. Mais écoutez, tendez un peu l'oreille, qu'est-ce que les Gabonais disent? Quelqu'un qui a faim, qui a même du mal à se payer le taxi, vous lui parlez de prendre un vol. Mais écoutez, ayez un peu les pieds sur terre. Ce dont les Gabonais ont besoin, mais nous sommes Gabonais, oui ou non, nous qui sommes là assis. Quels sont nos besoins? Est-ce que ces besoins-là ont été résolus? Et je parle là des besoins fondamentaux, essentiels, vitaux. C'est une bonne chose, mais pour une catégorie de personnes. C'est une bonne chose pour ceux qui aujourd'hui pensent que le fait de dire qu'on n'est pas d'accord avec le CTRI signifie qu'on est des ennemis de la transition. Non, il n'y a aucun ennemi de la transition. Nous voulons tous le changement dans ce pays. Parce que c'est ça que transition veut dire. Alors, voilà. Si vous permettez, je vais ajouter un élément là-dessus concernant ces nouvelles compagnies aériennes. Il faut dire, et là le chef de l'État l'a dit, et ses ministres aussi l'ont dit, l'objectif c'est de comme un peu faire renaître l'ancien Air Gabon et tout ça. Mais comment voulez-vous faire renaître l'ancien Air Gabon sans tenir compte des anciens employés de Air Gabon qui à ce jour n'ont pas encore été indemnisés? Beaucoup d'entre eux sont morts. Mais c'est quoi ce genre de renaissance un peu bizarre, un peu comme si on fait le monstre de Einstein? Il dit il n'a pas de yeux, il n'a pas un membre, etc. Mais on colle un peu tout, on dit voilà la nouvelle création. Mais non, il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond dans ce genre de démarche. Alors, on ne sait pas pourquoi le choix a été fait. Ils nous l'ont dit, ils ont donné leurs raisons. Ce sont des choix politiques mis en place. Nous sommes en droit de nous interroger, parce qu'il faut bien partir du principe
Le problème n'est pas la création d'une entreprise aérienne nationale, non. D'autres nations l'ont, ils ont d'autres entreprises même très performantes. Mais là, on nous parle d'un choix et ça n'a pas coûté des piécettes à notre économie. Ça va coûter bien cher. Et quand on dit ça coûte très bien cher, eh bien, c'est le quotidien du Gabonais qui doit devoir payer ça demain. Alors, je pense qu'il faut faire des choix beaucoup plus cohérents, mais surtout, il faut savoir bien expliquer les choix. Or, pour ma part, je n'ai pas encore, à ce stade, trouvé des explications suffisamment cohérentes pour justifier l'urgence, surtout. On parle de moins d'un an de prise de pouvoir du CTRI. On ne parle pas d'un régime qui est là, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Ça fait moins d'un an qu'ils sont au pouvoir. Et ils ont estimé que la priorité pour le transport, c'est mettre en place une compagnie aérienne. Est-ce que vous reprochez au CTRI d'être pragmatique? Si ça, c'est du pragmatisme, je suis inquiet parce que je ne sais pas la prochaine compagnie qu'ils vont nous créer. Est-ce qu'ils vont créer la soyons compagnie de la fusée, pragmatiques je sais pas trop quoi. en faisant des choix qui correspondent aux réalités. À nos réalités. Vous pensez que les Gabonais n'ont pas envie de voler au sein des appareils? Mais les Gabonais ont forcément, les Gabonais ont pays. envie de voler. L'envie est là, d'accord? Mais en ont-ils les moyens? C'est la grande question. Ils sont combien? Il y a combien de familles gabonaises qui vivent Est-ce que quand il y avait Air Gabon, avec tous les Gabonais avaient les moyens le contexte n'était pas le de même. Air Gabon? D'accord? Le contexte économique et social n'était pas le même. Allez-y vous renseigner, Air Gabon. Ben, écoutez, le coût de la vie aussi n'était pas celui d'aujourd'hui. Donc, n'allons pas calquer sans prendre en compte les réalités actuelles. C'est bien beau de dire, ben, écoutez, on veut avoir un symbole dans les airs. Oui, il faut bien qu'il y ait, c'est à saluer, d'accord? Mais en termes de priorité, je vous dis toujours que ça n'était pas le moment. Pourquoi? Parce que des problèmes d'ordre existentiel n'ont pas encore été résolus. Je tiens à rappeler au passage qu'on a un réseau ferroviaire qui est en piteux état, qui peut se casser du jour au lendemain. On le voit à chaque fois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, il y a toujours des rails qui sinon, sautent il va ici et là. rebondir en disant que c'est à ce niveau-là que Fly Gabon servira. de penser à ça et de penser à construire. On a eu un reportage il y a quelques instants sur la route entre Mivoul et Médouneux, je pense en tout cas quelque part dans le nord du Gabon. Il faut diversifier, M. Youssouf. Non, il faut diversifier. Non, la question ici n'est pas liée à la diversification ou encore le problème n'est pas la création d'une entreprise aérienne. Le problème c'est la hiérarchie des besoins. Qui a hiérarchisé ce besoin-là et le définir comme... Mais je pense que chaque ministère de transition se charge bien sûr de mettre en musique les besoins des Gabonais. Si le choix pose question... Ne demandez pas au ministère de Transport de venir résoudre un problème en rapport avec... des routes, ils sont ministres de la République. D'accord? Et lorsqu'on est ministre, on est un serviteur. On sert la République, on sert ses concitoyens. Dans un champ d'action bien précis. Dans un champ d'action bien précis. Et lorsqu'on se met au service d'une communauté, d'accord, on doit prendre en compte les besoins des personnes qu'on administre. Quel sondage a-t-on mené dans lequel les Gabonais vous ont dit, mais écoutez, pour l'heure... Il y a un national inclusif. Non, j'ai bien dit, je suis d'accord avec... Ce sont les recommandations qui ont été faites, d'accord? Mais les besoins, qui a placé ce besoin-là au-dessus du fait, par exemple, de bien loger les Gabonais, pouvoir bien les soigner, faire en sorte que ceux qui ont du mal à avoir ne fût-ce qu'un repas par jour, puissent enfin accéder ne fût-ce qu'à ce minima-là. Très bien, messieurs, merci. Nous allons terminer avec ce sujet qui a fait l'actualité pendant ce week-end. On parle donc de l'opération Scorpion, le procès de Brice Lacruche Alianga et de Tony Ondomba, donc, qui ont écopé tous les deux de 10 et de 12 ans de prison, dont 3 fermes pour Tony Ondomba et 4 fermes pour Lacruche Alianga, 5 milliards et 1,8 milliard d'amende. Alors, ils sont tous les deux libres au finish. Alors, je vais me tourner vers toi, Pavlov. Est-ce qu'il y a un bon espoir pour la justice gabonaise? Mais écoutez, l'espoir est permis. Et je l'ai dit récemment sur ce plateau que tout ce que les Gabonais veulent, c'est que justice soit faite. Justice contre toutes les personnes qui se sont rendues coupables de détournement de deniers publics. Pourquoi? Parce que cet argent-là qui a été détourné, c'est l'argent qui était censé servir à la construction des écoles, à la construction des hôpitaux, à la construction de je ne sais quel autre service sociaux de base, mais qui aujourd'hui manque à l'appel. Donc,
il faut bien que ça cesse. Et si nous voulons que ça cesse, il va falloir que la justice puisse faire son travail. Mais ça ne doit pas s'arrêter à la seule personne de Brice Lacruche Alianga et ses amis. Il faut qu'on aille plus loin. Les voleurs de la République sont plus nombreux que les quelques éléments de la Young Team, d'accord, qui sont derrière les barreaux, et ceux de la GEV qu'on a récemment fait comparaître devant la justice. Il faut bien qu'on donne à notre justice les moyens de mener toutes les enquêtes et de mettre la lumière sur tout ce qu'il y a eu comme détournement dans ce pays. Mais je vais prendre ici, par exemple, l'épineux dossier des fêtes tournantes, pour ne pas circonscrire le sujet à la simple gouvernance, ou du moins au contexte de la gouvernance sous l'ère d'Ali Bongo. Il y a eu, sous l'ère d'Omar, ce qu'on a appelé les fêtes tournantes, qui auraient pu impulser un véritable développement sur le plan local, dans les collectivités. C'était 25 milliards qu'on donnait à chaque province. Mais allez-y voir, moi je suis originaire de la province de l'Anyanga. C'est quelques rares éléphants blancs. Une présidence qui existait a d'ailleurs même été détruite. Les responsables sont où? Mais il faut bien que tous ces dossiers-là puissent être dépoussiérés afin que justice soit faite, afin que tous ceux qui ont volé l'argent de ce pays-là puissent se rembourser. Aujourd'hui, Brice Lacruche Alianga est appelé à rembourser 5 milliards, les autres aussi, ainsi de suite. Mais commençons aussi par Ali Bongo. Qui a d'ailleurs été appelé à comparaître. Mais voilà, qui a été appelé à comparaître. Il faut bien qu'il rembourse. Qu'il fasse sa grève de la faim, ben il est libre. Mais l'argent qu'il a volé aux Gabonais, il faut bien qu'il le rembourse. C'est ça que les Gabonais veulent. Nous réclamons justice. Nous réclamons justice contre tout ce qui a été commis comme crime financier dans ce pays, si nous voulons assainir l'état de nos finances. Et que nous disons, en fait, plus jamais ça. La transition dont on parle, elle concerne également la gestion de nos finances. Il est temps que tous ceux qui ont eu des promotions parce qu'ils ont volé, d'accord, puissent recevoir des signaux qui leur amènent à dire, ben écoutez, désormais ça ne marche plus comme ça. Et ça, il va falloir faire des exemples. Donc je salue ce qui s'est passé, mais j'invite les nouvelles autorités à aller plus loin. Non pas aménager quelques-uns, ainsi de suite, et exposer. Non, non, non. On ne va pas toujours être là en train d'exposer les petits poissons, d'accord, de noyer les petits poissons et de protéger les plus gros requins. Voilà. Très bien, Youssouf. On n'a plus beaucoup de temps, mais Youssouf, vas-y, ton avis sur la question. Alors, moi, sur la question de l'opération Scorpion, du moins sur le procès qui est en cours, parce que d'autres certainement seront entendus, c'est la confusion totale, comme d'habitude au Gabon. Il y a des questions qui suscitent toujours la confusion. Pourquoi? Bien parce que certains hauts cadres de la République actuelle, de notre État, ont pourtant estimé que l'opération Scorpion était un procès, du moins c'est une opération montée de toutes pièces. Que ceux qui ont été arrêtés avaient été arrêtés injustement, certains même dont Renaud Alogo Akoué avait été quasiment blanchi par des mots, hein, par un des plus hauts responsables de la République, en tête notre président de la transition, estimant que voilà, il avait été injustement incarcéré. C'était dans le cadre de cette opération, hein, toujours. Je rappelle que c'est une opération qui a été engagée en 2019 déjà, à l'époque, dans la Krish Langa, tout son entourage et autres avaient été mis aux arrêts. Alors, on estime que ce sont des personnes qui avaient été injustement incarcérées, dans le mot, mais on part quand même à un procès. Et c'est-à-dire qu'on valide indirectement l'opération tout en disant le contraire à la fois. Donc il y a deux discours contradictoires sur la question du procès en rapport avec l'opération Scorpion. Du moins, c'est les personnes impliquées dans l'opération Scorpion. Mais aussi derrière, on se rappelle que Jean-Rémy Yama, qui peut-être pas dans la même opération, mais avait été libéré pour des questions du fait que bon, il avait aussi été incarcéré de façon injuste. Donc il avait été mis en liberté. D'où la grosse interrogation, est celle de savoir, comme pouvait le dire Landry Washington dans une de ses interventions sur TV+ Afrique, n'est-ce pas juste un procès pour donner du sens aux propos tenus soit par le président de la transition concernant un certain nombre d'acteurs qui avaient été arrêtés dans le cadre de cette opération. Donc il fallait avoir une démarche juridique pour justifier les propos du président de la transition. Et
Parce que lorsqu'on voit l'état de la cruche Alianga, pour ne prendre que son cas, il avait été torturé en prison, c'est sûr de tout le monde, il suffit de voir l'état dans lequel il est pour comprendre ce qu'il a dû traverser, ce n'était pas très évident. Je tiens à rappeler aussi qu'il avait tenté même de se suicider à l'époque, à une certaine époque. Et voilà, donc il était quand même difficile de croire qu'il pouvait retourner en prison. Difficile, lorsqu'on voyait l'état de santé de la cruche Alianga. Donc c'est là la grosse interrogation. Est-ce juste un procès de façade pour dire ce que l'on sait tous ou ce que l'on pense tous, ou un procès de fond, ce qui remet une fois de plus en question le défi immense de la justice au Gabon, la confiance que tout citoyen doit accorder à la justice de notre pays. Là, l'ambiguïté reste encore énorme. La justice a encore du pain sur la planche avant de convaincre les Gabonais de sa totale neutralité. Merci beaucoup Youssouf, merci beaucoup Sir Pavlov, Moussa Moussavou. Merci beaucoup de toujours répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et avec cette intervention, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se retrouve demain à 19h. Eh ben. Au revoir.